Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dont le thème est comment investir sur le Bitcoin dans un cadre régulé. Je suis Cyril Sabag, responsable ETF chez Mélanion Capital. Je vais laisser la parole à Jade pour qu'il se présente. Oui, bonjour, Jade Commer, je suis le président de Mélanion Capital, Mélanion Capital qui est une société de gestion de portefeuille régulée par l'AMF et qui est l'émettrice du premier ETF thématique Bitcoin. Et du coup, avec Cyril, on s'est dit que ce serait intéressant de parler de cette problématique. Donc on va dans ce webinaire parler du Bitcoin déjà, d'en savoir un petit peu plus sur le Bitcoin. On va également parler ensuite du paysage réglementaire autour du Bitcoin. Et enfin, on verra quelles sont les différentes possibilités de s'exposer au Bitcoin aujourd'hui. Voilà, donc je vais commencer par vous parler du Bitcoin. Et pour le faire, en fait, je vais revenir à l'origine. Donc, pourquoi est né le Bitcoin? Et en fait, l'inventeur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, l'a inventé en fait en 2008, en plein crise financière suite à la faillite de Lehman, où en fait, dans son white paper ou dans son papier de recherche, quand il a annoncé au monde cette idée, en fait, ce dont il se plaignait, c'était principalement qu'on était dans un monde financier et monétaire complètement centralisé. Et du coup, une banque qui a fait faillite aux États-Unis a fait écrouler l'ensemble du système financier mondial et l'économie mondiale avec. Et du coup, en fait, son but dans son papier et dans la création du Bitcoin, c'est de créer un système décentralisé de manière à ce qu'il soit robuste et non qu'une seule entité fasse ou puisse écrouler tout le reste des entités du système monétaire. Ensuite, ce qu'il cherchait à résoudre dans cette décentralisation, c'est de mettre en place une automatisation des transactions de manière à avoir des frais de transaction réduits quand on fait des virements et surtout des micro-paiements pour pouvoir s'échanger de la valeur sans des coûts de transaction qui sont très élevés, notamment pour les micro-paiements. Et ensuite, ce qu'il cherchait, c'était un système où chacun pouvait être dépositaire de ses fonds et non de donner ses fonds à une banque qui va derrière les prêter et créer des bulles spéculatives qui ont amené à la faillite justement de Lehman Brothers à l'époque. Donc ça, c'est le problème que cherchait à résoudre Satoshi Nakamoto. Et pourquoi il l'a fait? C'est parce que Lehman avait fait faillite, il lui avait démontré cette fébrilité du système. Si on regarde quelques années plus tard, au jour d'aujourd'hui, est-ce que ce problème existe encore? En fait, sur la centralisation de notre système monétaire, c'est toujours le cas, parce que on est toujours dans le système monétaire traditionnel dans lequel les monnaies étaient. Donc il y a toujours des bulles spéculatives qu'on observe tous les jours. La dernière en date était celle de Evergrande, qui, un promoteur immobilier chinois surendetté par des banques chinoises, pouvait mettre en faillite tout le système financier parce que si le promoteur immobilier faisait faillite, à ce moment-là, les banques chinoises peuvent faire faillite et les banques internationales qui ont prêté à ces banques chinoises pouvaient faire faillite également. Et du coup, on a toujours ce risque de l'épisode Lehman à travers différentes sources ou différentes manières du fait de cette centralisation. Donc elle est encore là, cette centralisation. Ensuite, l'autre problème, c'est que le traitement des micro-paiements
Et toujours d'actualité, le dernier rapport de la Banque mondiale expliquait qu'en moyenne, pour toutes les rémittances qui circulaient dans le monde, les banques ou le système financier traditionnel facturaient autour de 6% en moyenne, ce qui est très très élevé pour la population qui est la plus en besoin, parce que c'est des aides familiales, c'est des personnes qui envoient vers leur famille, donc c'est vraiment la catégorie sociale la plus faible de la population mondiale qui est la plus affectée par ces limites financières du système bancaire et monétaire traditionnel. C'est pour cela d'ailleurs que le Salvador a reconnu le Bitcoin comme monnaie nationale pour permettre aux Salvadoriens qui vivent à 70% des aides qui leur viennent de l'étranger et qui sont surfacturés sur ces virements de l'étranger vers leur population, de pouvoir utiliser le Bitcoin comme moyen d'envoyer de l'argent à leur famille tout en minimisant les frais de transaction et de virements internationaux. On estime qu'il y a environ 400 à 600 millions d'euros par an d'économie pour le Salvador, juste si on passe d'un système traditionnel monétaire vers un système où toutes les transactions passent par Bitcoin. Et du coup, il y a un très très grand bénéfice parce que ça représente environ 25% du PIB. L'autre sujet également, c'est qu'il y a depuis la crise financière et depuis le Covid et les différentes crises qu'on a eues à répétition, il y a eu une impression d'argent très très élevée qui fait que l'argent aujourd'hui traditionnel perd de la valeur mécaniquement par la création monétaire. Et ça, c'est aussi un des sujets que Satoshi Nakamoto essayait de résoudre. Donc comment il la résout ? En fait, ce qu'il a imaginé, c'est que c'est une base de données ou un livre comptable qui soit open source et décentralisé. Donc en fait, aujourd'hui, en pratique, l'argent est principalement des écritures comptables sur nos relevés de compte, sur nos sites de bancaires ou sur nos relevés de cartes de crédit. C'est toutes des écritures comptables. On le touche très rarement sous sa forme physique. Majoritairement, c'est une écriture comptable. Du coup, lui, ce qu'il a imaginé, c'est une écriture comptable qui soit sur une base de données disponible à tout le monde et visible de tout le monde et qui soit partagée par tout le monde. Et du coup, chaque personne peut avoir une adresse et un portefeuille dans cette cahier comptable. Et chaque transaction d'un portefeuille ou d'une adresse vers une autre est enregistrée de manière ouverte, transparente et commune à tout le monde. Maintenant, l'équation était difficile parce qu'il fallait que tous les intervenants au monde, et pour que ça opère de manière décentralisée, il fallait qu'il n'y ait qu'un seul livre comptable et qu'il n'y en ait pas plusieurs, ou du moins qu'il n'y ait pas la possibilité de le répliquer, de le copier ou de le fausser. C'est pour ça qu'il a imaginé également des miners, en fait, qui sont les opérateurs, et n'importe qui peut l'être, des opérateurs de cette écriture comptable. Donc en fait, ce que font les miners, c'est qu'ils participent à écrire ou à modifier le livre comptable et à faire les écritures comptables à chaque fois qu'il y a une transaction. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va envoyer un bitcoin ou qui veut écrire comptablement que je veux que ce bitcoin-là soit transféré de mon adresse vers une autre adresse, ben, c'est le bitcoin miner qui valide cette transaction et qui modifie le livre comptable de cette sorte. Et pour ce travail-là, en fait, d'abord, il y a une compétition des miners pour pouvoir accéder
à cette validation. Et quand il y en a un qui est sélectionné pour modifier le livre comptable, il est rémunéré de frais de transaction que je vais payer en envoyant des bitcoins de mon adresse vers une autre. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir un système où il n'y a qu'un seul livre comptable qui est partagé par tout le monde avec des validations comptables par d'autres opérateurs également indépendants et également décentralisés parce que n'importe qui peut participer à l'écriture et à l'envoi et être rémunéré pour modifier le livre et pour avoir un système complètement robuste et complètement décentralisé. Donc une fois qu'on a créé cela, qu'est-ce qu'on a créé en fait? Donc on a créé un livre comptable électronique décentralisé, open source, partagé par tout le monde. Et la monnaie d'inscription comptable est le Bitcoin, et les gens peuvent l'échanger entre eux. Et au final, ça ressemble énormément à la monnaie réelle, parce qu'aujourd'hui, la monnaie réelle, c'est également quand se fait des virements l'un vers l'autre, en fait, c'est des modifications d'écriture comptable de notre banque qui sont faites d'une personne vers l'autre. Et par contre, au lieu qu'elle soit centralisée, elle est décentralisée. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de banque pour le faire. Là, c'est électronique. Et du coup, est-ce que le Bitcoin peut être regardé comme une devise? En fait, si on regarde l'historique des devises, l'être humain, en fait, depuis qu'on a abandonné le troc, a essayé de transacter avec différents types de monnaies. Donc on est passé du bétail qu'on utilisait comme monnaie d'échange, aux graines, aux coquillages, et au fur et à mesure, il y a eu la métallisation de la monnaie, donc le zinc, le cuivre, l'argent et l'or. Et au fur et à mesure, il y a eu cette suprématie de l'or qui s'est un peu généralisée comme monnaie de référence ou monnaie commune à tout le monde, avec des monnaies locales métalliques qui circulaient en parallèle. Et par la suite, il y a eu la monnaie papier, qui était initialement adossée à de l'or avec les accords de Bretton Woods, et ensuite qui a été complètement dissociée de l'or. Donc aujourd'hui, l'or reste une réserve de valeur, mais la monnaie est une monnaie purement papier qui est émise par des gouvernements et qui est échangée un peu partout dans le monde. Donc le Bitcoin, de ce point de vue, il ressemble à la monnaie parce qu'il a les mêmes qualités qui sont la rareté, la divisibilité, la réserve de valeur et toutes les qualités qu'une monnaie représente, mais également ça ressemble à de l'or digital parce que c'est une forme de valeur sur laquelle les gens s'accordent à lui donner de la valeur comme investissement, parce qu'aujourd'hui l'or c'est principalement un outil d'investissement. Il y a une légère utilisation industrielle ou commerciale avec les bijoux, mais la grande et principale partie c'est une réserve de valeur de par sa rareté. Et le Bitcoin, vu qu'il est fixé à 21 millions, il est également rare. Et il réplique un peu ce que l'or représente à nos yeux. Donc on est à cheval entre deux définitions qui sont la monnaie et la réserve de valeur ou de l'or digital. Donc si on regarde en termes de monnaie également, on voit que de plus en plus de commerçants et de plus en plus de pays et de plus en plus de villes et d'industries acceptent le Bitcoin comme monnaie de paiement. Donc c'est en train d'être accepté, qui est au final la dernière case à cocher pour une monnaie, c'est l'acceptation par autrui.
Donc c'est en train d'être de plus en plus institutionnalisé et accepté à travers le monde. Ensuite, est-ce que c'est de l'or digital ou un actif financier à part entière? Ça aussi, on voit de plus en plus de papiers de recherche de grandes banques qui le reconnaissent également, soit comme un actif comme l'or qui représente une couverture comme l'inflation, ou un actif d'investissement spéculatif en se disant qu'il y a un intérêt de s'intéresser et d'investir là-dedans. Là où c'est le plus intéressant comme actif financier d'investissement, c'est principalement les rendements, parce que si on suit la performance passée du Bitcoin, on voit des performances vraiment exceptionnelles qui battent toutes les performances de quasiment tous les actifs financiers traditionnels. Bon, c'est normal, il partait de zéro, mais quand bien même, c'est assez fulgurant la vitesse à laquelle cet actif s'est valorisé. Mais si on regarde également le potentiel, si cette adoption continue sur les prochaines années, comme elle a eu lieu sur les dernières années, c'est éventuellement de remplacer l'or et de replacer énormément d'actifs qui aujourd'hui sont des supports d'investissement comme réserve de valeur et qui peuvent switcher vers le Bitcoin parce qu'il est construit de manière plus robuste et plus sûre pour être une réserve de valeur. Et le deuxième point d'intérêt, à part la performance, c'est la décorrélation. Du coup, c'est un investissement très intéressant à mettre dans un portefeuille parce que le Bitcoin est très faiblement corrélé aux autres actifs. Il y a une faible corrélation à la fois historique, mais également par construction, parce que c'est un actif qui est complètement nouveau, qui a un news flow ou une actualité qui lui est propre et qui peut être parfois corrélé, mais la plupart du temps très peu corrélé aux actualités des autres classes d'actifs. Et du coup, ça permet d'avoir une diversification dans son portefeuille, de mettre du Bitcoin dedans. La quantité de Bitcoin à mettre va dépendre du profil de risque de chaque investisseur, mais c'est le fait d'en mettre va permettre d'avoir un portefeuille beaucoup plus robuste. Quand la Russie, par exemple, a envahi l'Ukraine, la plupart des indices mondiaux se sont écroulés, alors que le Bitcoin s'est apprécié parce qu'il y avait énormément de Russes qui cherchaient à investir là-dedans comme valeur refuge pour se prémunir des supports traditionnels qui pouvaient être des valeurs refuges avant ce choc qu'on a vécu. Et par contre, en parallèle à tout cet intérêt-là, il y a des risques ou des désavantages. Mais ces risques-là, en fait, c'est des risques que les médias en général ou qui sont relayés par la presse grand public, mais qui souvent résultent d'une mauvaise compréhension. La première inquiétude que les gens ont et qu'on entend souvent dans la presse, c'est que le Bitcoin est polluant. Et la vérité, c'est que oui, il est polluant parce que l'industrie du Bitcoin et l'industrie notamment du mining du Bitcoin utilisent de l'électricité comme Internet utilise l'électricité pour tourner, comme beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours utilisent de l'électricité. Cette électricité, elle peut être plus ou moins polluante en fonction de la source de cette électricité, mais elle sert principalement à participer à cette course à la rémunération pour modifier le livre comptable qu'est le Bitcoin. Et du coup, en fait, ça fait une consommation électrique élevée
pour à la fois participer, mais également pour sécuriser le réseau et permettre des transactions sûres et décentralisées pour tout le monde. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut rajouter, c'est combien le Bitcoin utilise, pas en absolu, mais en relatif. Donc, si on compare par rapport aux autres industries, notamment l'industrie du mining de l'or, ben en fait, le Bitcoin, il est beaucoup plus propre que l'or parce qu'il suffit juste de mettre côte à côte un mineur de Bitcoin avec un mineur d'or pour se rendre compte rapidement de l'impact environnemental de l'un par rapport à l'autre, parce que l'industrie de l'or, c'est une des industries les plus polluantes qui existent sur Terre. Et c'est un net avantage positif, que ce soit en CO2, mais pas que, parce que l'impact d'une industrie face à l'autre peut être calculé en matière de carbone, mais également en termes autres que du carbone, par exemple sur toute la pollution chimique qui est produite par l'or, sur tous les impacts économiques, sociétaux qui déplacent des populations, par exemple, pour aller miner sur leurs terres, sur tous les problèmes de trafic local, de guérilla, de financement de guerre local en Afrique ou en Amérique du Sud, à cause de cette industrie du mining de l'or. Et le deuxième point, c'est que le Bitcoin miner, sa rentabilité dépend fortement de l'électricité qu'il consomme. Et l'électricité la moins chère est l'électricité renouvelable. Donc, petit à petit, au fur et à mesure que cette industrie du minage du Bitcoin va se développer, ils vont aller vers une énergie qui est soit gaspillée, donc qui existe mais qui n'est pas utilisée, ou vers des énergies complètement renouvelables parce qu'elles sont le moins chères et du coup pour maximiser leur rentabilité. Donc le réseau Bitcoin, terme, va tendre vers un impact carbone le plus proche de zéro possible parce qu'on va aller sur des énergies principalement renouvelables. Ensuite, ça va au-delà, c'est même si on inverse la problématique, les mineurs de Bitcoin, vu qu'ils cherchent des sources renouvelables, pas chères d'électricité, ils peuvent être des financiers de ces développements d'énergie renouvelable. Et notre monde aujourd'hui, on l'a vu encore avec le choc de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, est très fortement dépendant des énergies fossiles et on a un très grand besoin d'investissement dans les énergies renouvelables que les Bitcoin miners sont prêts à venir investir au lieu d'avoir que des subventions gouvernementales qui supportent cette industrie pour la développer. Donc ça va décupler les investissements dans les énergies renouvelables dans les années qui viennent. Ensuite, le deuxième cas de figure, ou le deuxième problématique, c'est le fait que Bitcoin est accusé d'être utilisé par des terroristes ou pour du blanchiment d'argent ou tout type d'activité criminelle. Mais en fait, si on regarde toutes les transactions Bitcoin qui sont faites sur le Darknet, on va dire c'est l'Internet le plus obscur, et en prenant comme hypothèse que tout ce qui fait comme transaction sur le Darknet est illégal, ben en fait c'est infinitésimal par rapport à tout ce qui se fait dans le monde réel avec de la monnaie traditionnelle comme activité criminelle. Donc on parle de choses de l'épaisseur du trait, et d'autant plus qu'aujourd'hui on n'a pas encore une réglementation en place, mais elle arrive, elle est en train d'arriver aux États-Unis, elle arrive en Europe, et
le réseau Bitcoin, vu que c'est un livre de compte décentralisé, on peut avoir l'historique de toutes les transactions qui ont eu lieu depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Donc comme outil de traçabilité de la source des fonds et de transaction, c'est un des outils les plus efficaces pour lutter contre les activités criminelles plutôt qu'un outil de détournement des activités criminelles. S'il y a des activités criminelles aujourd'hui, c'est parce que personne ne regarde. Mais dès qu'il y a un régulateur ou des autorités compétentes qui mettent leur nez dedans, ils vont pouvoir utiliser le potentiel que représente Bitcoin pour aller attraper les criminels grâce à ce réseau. Ensuite, est-ce que c'est un outil pour éviter les sanctions? Donc, on a vu également énormément d'inquiétudes suite aux sanctions russes de l'utilisation du Bitcoin comme un moyen d'éviter ces sanctions. Et là encore, donc ça revient aux activités criminelles, c'est le même parallèle. C'est un des outils les plus efficaces pour contrôler les sanctions. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on reste quand même aujourd'hui sur des volumes très très faibles pour pouvoir l'utiliser, pour qu'un État puisse l'utiliser pour détourner des sanctions ou même de personnes qui sont très fortunées de pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette problématique et quand bien même on le serait, c'est vraiment pas, c'est un des derniers outils que criminels pourraient utiliser pour éviter ces sanctions. Les outils traditionnels qui existent depuis la nuit des temps, c'est l'argent et l'or, par exemple, ou tout type de commodités, on va dire, qui sont transportables d'un pays à l'autre pour le faire, et ils le font déjà. Donc en conclusion, en fait, sur la présentation du Bitcoin, c'est un outil qui est révolutionnaire, qui n'est pas encore parfait, mais qui le sera quand, premièrement, il y aura une réglementation qui va arriver et qui sera mise en place. Donc on appelle à une réglementation autour des crypto-monnaies et du Bitcoin. Et deuxièmement, lorsqu'il y aura une adoption encore plus forte et continue qu'on a observée dans le passé, si elle continue dans le futur, de manière à ce qu'on puisse être dans un monde où tout le monde accepte le Bitcoin, où tout le monde le reconnaisse. On n'y est pas encore. Le jour où on y sera, là, le potentiel du Bitcoin global et ce qu'a pensé Satoshi Nakamoto à l'origine pourra vraiment s'exprimer. Maintenant, je vais laisser parole à Cyril qui va enchaîner sur l'exposition au Bitcoin de manière réglementaire. Bon, merci Jade pour cet éclairage très complet sur le Bitcoin. Je vais, dans un premier temps, vous parler du paysage réglementaire autour du Bitcoin et on va s'intéresser à deux zones géographiques, l'Amérique et l'Europe. En Amérique, on va s'intéresser aux États-Unis et au Canada. La réglementation autour du Bitcoin aux États-Unis n'est pour l'instant pas très claire, avec des visions très différentes. La SEC le voit comme un actif, la CFTC le voit comme une matière première, et enfin le Trésor comme une devise. Donc une vision qui pour l'instant n'est pas clarifiée. Jade en a parlé tout à l'heure, la crise, la guerre Russie-Ukraine a accélérer un peu le processus réglementaire et en particulier les États-Unis se sont dit qu'il était important d'accélérer la réglementation et en particulier Joe Biden a fait ce qu'on appelle un executive order dans lequel il a poussé sa volonté de réguler encore plus le Bitcoin. Donc on tend en tout cas aux États-Unis vers une réglementation un petit peu plus claire.
Concernant le Canada a une vision complètement différente. Le Canada est beaucoup plus crypto-friendly. En particulier, le Canada est le premier émetteur d'un ETF en Amérique. C'était il y a un peu plus d'un an, en février 2021. Et ils ont été, de ce point de vue-là, un peu précurseurs sur les autres émissions d'ETF. Aujourd'hui, il y a même plus de 10 ETP qui sont présents au Canada. Je vais ensuite m'intéresser maintenant à l'Europe. On va regarder deux zones bien différentes. On va s'intéresser à deux pays qui sont dans la partie non-UE et ensuite on va s'intéresser à la partie UE. Sur la partie non-UE, si on regarde, on va s'intéresser à deux pays qui ont des visions encore une fois complètement différentes. D'abord la Suisse. La Suisse est un pays très crypto-friendly avec par exemple une crypto-vallée qu'on peut trouver à Zug. On a eu récemment Lugano qui a décidé d'accepter le Bitcoin comme une monnaie légale. Il existe énormément de produits dits ETP, donc Exchange Traded Products, qui sont listés en Suisse et la Suisse se définit même comme une crypto-nation. À côté de ça, sur une zone non-UE, depuis relativement peu de temps, mais le UK, donc le Royaume-Uni, a une vision pour le coup très conservatrice. La FCA, l'organisme de régulation, voit les cryptos d'un mauvais œil, en tout cas est très lente dans sa prise de décision. Encore pour donner l'exemple des produits au UK, il n'y a aujourd'hui pas d'ETP ou d'ETF au UK. Donc ça c'était pour la partie non-UE. Si maintenant on s'intéresse à la partie UE, l'Union européenne a une vraie volonté de réguler autour du Bitcoin. Pareil, de même qu'aux États-Unis, on a eu une accélération de la volonté de réguler avec ce qui s'est passé en Russie et en Ukraine, il y a eu aussi une accélération des choses en Europe, et en particulier un projet qui s'appelle le MiCA, donc Market in Crypto Assets. Ce projet de loi a été adopté en mars 2022 et en particulier, la volonté de cette loi, c'est d'unifier la réglementation autour du Bitcoin et pousser tous les pays de l'Union européenne à avoir une politique commune. On va prendre l'exemple de deux pays. On va prendre déjà l'exemple de la France. La France a une vision assez avant-gardiste autour du Bitcoin à l'intérieur de l'Union européenne. La loi Pacte de 2019 poussait déjà à la réglementation. Elle a mis en place un système qui s'appelle le système PSAN, prestataire de services d'actifs numériques, où elle demande à ses acteurs de faire l'effort de s'enregistrer auprès de l'AMF, donc de l'autorité des marchés financiers, pour qu'on puisse avoir un contrôle, ou du moins que ces acteurs soient sous une coupe, on va dire, quasiment réglementaire. Donc cette réglementation est très forte en France, en tout cas est plutôt avant-gardiste dans l'Union européenne. On peut s'intéresser à un autre pays, le Luxembourg par exemple, et nous avons été témoins chez Mélanion Capital du revirement aussi chez certains pays, en particulier le Luxembourg, qui était très frileux en 2020 et début 2021 et qui a complètement changé son point de vue sur le Bitcoin et qui est devenu beaucoup plus crypto-friendly, a même copié le système de PSAN français avec un système qui s'appelle PSAV, donc prestataire de services d'actifs virtuels, qui reprend la même idée d'une réglementation de plus en plus forte des acteurs autour du Bitcoin. Donc ça, on va dire que c'est globalement sur le paysage réglementaire. Si on s'intéresse maintenant aux options qui existent aujourd'hui pour s'exposer au Bitcoin, on va s'intéresser à différentes classes d'actifs. Si on s'intéresse au spot, c'est-à-dire l'investissement direct dans le Bitcoin, donc il y a deux possibilités. Soit on va directement sur les bourses, mais aujourd'hui les bourses elles ne sont pas régulées, ou elles le sont partiellement. Je vais donner un exemple. Une bourse comme Kraken est une bourse qui n'est pas régulée du tout. Une bourse comme Coinbase, en tout cas un intermédiaire comme Coinbase, lui est régulé, mais il est partiellement régulé, puisqu'il est régulé aux États-Unis, mais il n'est pas régulé ailleurs. Donc
un paysage réglementaire là aussi qui n'est pas complet. On n'est pas sur des typologies de bourses comme on peut les trouver et qui sont réglementées par les régulateurs nationaux. On est sur des visions différentes suivant les pays. Donc, qui dit bourse non réglementée dit aussi une protection qui est limitée pour l'investisseur. Donc ça, c'est le premier point. À côté de ça, on a, si on reprend l'exemple des prestataires de services d'actifs numériques, on a la possibilité de passer par ces prestataires pour investir sur le Bitcoin. Mais là, pour le coup, aussi, la problématique qu'on a, c'est que ces prestataires, j'en ai parlé, sont régulés. En revanche, permettent un investissement sur des plateformes qui, elles, ne sont pas régulées. Donc on voit aussi qu'on a cette problématique de non-réglementation totale sur toute la chaîne et qui pose aussi un souci d'investissement et de protection de l'investisseur. Là, ce focus, c'était sur la partie spot. Je vais parler maintenant de la partie dérivée. Sur la partie dérivée, on a deux types de bourses. On a une bourse réglementée au sens des règlements du régulateur national, qui est le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui, elle, permet d'investir dans un cadre régulé sur des futurs sur le Bitcoin. Alors, ça a été un petit peu critiqué parce qu'en général, la quotité de ces futurs était très élevée, était de 5, donc ça représente environ 200 000 $, donc ce qui n'est pas négligeable. Le CME a sorti récemment des contrats avec une quotité plus faible, à 0,1. Donc c'est le seul outil aujourd'hui qui existe pour investir de façon purement réglementée via des dérivés sur le Bitcoin, et c'est ce qu'on appelle des contrats qui sont cash settle, donc qui sont réglés en cash. À côté de ça, on a les mêmes acteurs non régulés dont j'ai parlé sur la partie spot qui sont présents et qui donc présentent aussi la problématique de la non-régulation, ce qui pose sur les produits dérivés un problème encore différent, c'est que non seulement on a la complexité de l'outil en lui-même, en tout cas l'investissement dans le Bitcoin, et derrière on va avoir la complexité des dérivés, donc des mécanismes de liquidation qui sont en plus différents suivant les bourses. Donc ça pose quand même encore un souci et une complexité dans l'investissement. Donc ça, c'est la première partie des dérivés, les futurs ou les options. On a aussi une autre partie qui s'appelle les CFD, Contract for Difference, qui sont en général proposés par des plateformes de trading type eToro. Alors ce sont des produits qui ne sont pas réglementés, ce sont des produits dits OTC, donc des produits de gré à gré, et qui posent également un autre souci, c'est le souci en général du levier, avec le risque qu'on peut avoir de liquidation lorsqu'on traite sur ce type de produit. Donc là j'ai fait le tour, on a parlé du spot, des dérivés. On va parler aussi d'une autre façon de s'exposer au Bitcoin, et c'est une façon qui est de plus en plus regardée, c'est essayer de le faire à travers des actions qui sont listées sur des marchés réglementés. Aujourd'hui, l'écosystème crypto est de plus en plus important autour des actions qui sont sur des bourses régulées. On peut avoir pas mal de typologies de sociétés qui sont aujourd'hui sous forme d'actions et qu'on peut acheter et qui, en général, sont vues comme des proxys, en tout cas des actifs qui sont relativement corrélés au Bitcoin, donc ils sont regardés de près. On peut avoir ce qu'on appelle des miners, on peut avoir des sociétés dans la technologie blockchain, on peut avoir des services financiers autour des Bitcoins, et on a quelques sociétés très connues, on peut penser à Tesla ou à MicroStrategy, qui sont des sociétés qui achètent des Bitcoins dans leur trésorerie. Donc l'investisseur particulier, ou en tout cas un investisseur qui se pose la question de l'investissement du Bitcoin, autour du Bitcoin, se dit, ben voilà, j'ai des valeurs qui permettent d'avoir quelque chose d'approchant. Enfin, on va s'intéresser à la dernière typologie de produits permettant d'investir dans le Bitcoin ou dans la thématique Bitcoin, ce sont les fonds et ce qu'on appelle les ETP, donc les Exchange Traded Products. Concernant les fonds, toutes les sociétés qui ont cherché à lancer des fonds se sont heurtées aux régulateurs parce que comme j'ai pu l'expliquer dans le paysage réglementaire, la réglementation pour l'instant n'est pas complètement arrêtée, et du coup les émetteurs de ces fonds, au final, ont fait en sorte que ces fonds ne soient accessibles qu'à partir d'un ticket relativement important et uniquement pour la clientèle professionnelle.
Donc la clientèle dite retail, en tout cas tout un chacun, a eu beaucoup de difficultés à pouvoir investir sur ce type de fonds. Ça, c'est la première typologie. Si je m'intéresse aux Exchange Traded Products, donc les ETP, donc ils sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle les ETC ou les ETN, qui sont des produits de dette et qui sont des produits de gré à gré, donc qui présentent un risque de contrepartie, qui ne sont pas nécessairement toujours collatéralisés. Il en existe de plus en plus sur le Bitcoin. L'inconvénient, effectivement, c'est le côté, on va dire, risque de contrepartie. Et on a également le fait que ces produits-là ne sont pas toujours éligibles dans les enveloppes classiques type assurance vie. La dernière possibilité qui existerait pour s'exposer serait un ETF en Europe. Or, un ETF européen est nécessairement UCITS, donc nécessairement diversifié. Il n'existe pas aujourd'hui d'ETF UCITS pur sur le Bitcoin. En revanche, il existe un ETF sur la UCITS, sur la thématique Bitcoin, et on en sait quelque chose puisque nous en sommes l'émetteur. Donc maintenant, je vais vous parler justement de l'indice qui est traqué par cet ETF. C'est un indice que nous avons conçu chez Mélanion Capital et qui permet de s'exposer à la thématique Bitcoin d'une façon très originale. Aujourd'hui, il n'existe pas d'ETF en Europe sur le Bitcoin. En revanche, chez Mélanion Capital, on a mis en place une méthodologie très originale qui permet de s'exposer à la thématique Bitcoin au travers d'actions. Comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, il existe aujourd'hui un écosystème d'actions listées sur des marchés réglementés autour de l'écosystème crypto relativement important. Nous avons travaillé avec les équipes de recherche pour mettre en place une méthodologie qui va permettre de s'exposer à ces actions, mais de façon smart. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a mis en place un système dit de smart beta. La méthodologie est la suivante. Nous sélectionnons parmi cet écosystème de sociétés crypto qui sont listées sur des marchés réglementés, nous sélectionnons les valeurs qui sont le plus sensibles au Bitcoin, qui ont le bêta le plus important par rapport au Bitcoin, et nous pondérons ces actions en fonction de cette sensibilité. C'est le fruit, ce que je viens de décrire, est le fruit d'une recherche très approfondie, et nous avons même écrit un papier de recherche sur le sujet, qui nous permet de dire que c'est la méthodologie la plus appropriée pour pouvoir suivre un benchmark, ici le Bitcoin, en fonction d'actifs qui ne sont pas directement le benchmark, qui ne sont pas liés au benchmark, là, des actions. La méthodologie, je peux la décrire très rapidement. Donc nous sélectionnons en fait des valeurs qui ont un niveau de capitalisation de marché supérieur à 100 millions, qui ont aussi une liquidité relativement forte. Il faut au minimum 500 000 dollars de volume traité par jour. Et une fois que nous sélectionnons ces valeurs, nous calculons, comme je l'ai dit, la sensibilité de ces valeurs par rapport au Bitcoin, et nous pondérons ces valeurs en fonction de cette sensibilité par rapport au Bitcoin. Nous sélectionnons les 30 meilleures valeurs. Quel est l'intérêt d'une telle méthodologie? C'est que une méthodologie comme celle-ci permet d'avoir un bêta, donc une sensibilité du portefeuille global proche de 1 par rapport au Bitcoin. Donc c'est un système qui permet de s'exposer à cette thématique, mais pas de façon classique. Ce n'est pas un fonds, un ETF action qui serait pondéré par rapport à la capitalisation de marché ou qui serait équipondéré par rapport aux actions. Il y a un vrai travail de recherche pour trouver la façon de s'approcher le plus possible de la thématique Bitcoin. Du coup, avec une telle méthodologie,
on peut s'exposer sur la thématique Bitcoin en utilisant différents produits. On peut faire un mandat dédié qui va utiliser cette méthodologie, la méthodologie de cet indice. On peut également faire des produits sur mesure en prenant une licence sur cet indice. Et puis on a une dernière possibilité qui est un ETF qui existe, que Mélanion Capital a lancé et qui permet de s'exposer directement à cet indice. La corrélation est entre 99 et 100% avec cet indice. Donc ça laisse une opportunité très intéressante de pouvoir s'exposer à cet indice et à cette méthodologie très originale. L'intérêt d'une méthodologie comme celle-ci ou d'une exposition en particulier avec le dernier point, c'est que finalement on peut l'intégrer dans toutes les enveloppes traditionnelles classiques. Je l'ai dit, la réglementation aujourd'hui elle est très complexe, donc il est difficile de s'exposer à la thématique Bitcoin dans un cadre régulé. La solution et la méthodologie que Mélanion Capital a mis en place permet de le faire. Écoute, merci Cyril pour cette présentation, c'était très intéressant. Moi j'ai une question là-dessus. Du coup, cette méthodologie, en fait, comment elle se compare par rapport à d'autres indices qu'on entend, blockchain, metaverse, etc. Ça fait quoi comme différence de performance? Et également, historiquement et dans le futur? Comme on peut le voir sur ce graphique, on a une performance qui est complètement différente. Ce n'est pas parce qu'on est sur la même thématique qu'on va avoir des performances qui sont identiques, d'où l'importance du choix qui a été fait dans la pondération des actions de notre indice, et je dirais de toute l'ingénierie qu'on peut trouver derrière la construction de cet indice. La pondération est clé et on le voit directement avec les comportements. Le comportement qu'on a aujourd'hui, et je l'ai dit, on a un bêta proche de 1 avec le Bitcoin, alors que ces indices qu'on peut trouver, les autres indices classiques, blockchain, metaverse, etc., ont des comportements qui sont complètement différents. Quand tu dis bêta proche de 1, c'est quel bêta en particulier? C'est le bêta par rapport au Bitcoin, c'est-à-dire que le calcul de ce qu'on peut appeler la sensibilité par rapport au Bitcoin. Donc on a une sensibilité extrêmement proche du Bitcoin, et je dirais par construction, et c'est comme ça qu'il a été réfléchi, et le résultat de cette ingénierie arrive à cette sensibilité proche de 1. Donc en fait, c'est un bêta historique, pondéré. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Absolument, c'est un bêta historique pondéré, mais quand bien même on s'intéresserait à l'indice en lui-même et qu'on voudrait calculer le bêta lui-même par rapport au Bitcoin, on aurait aussi un niveau proche de 1. Donc on va dire quelle que soit la façon dont on aborde cette sensibilité, on tend vers un niveau proche de 1. D'accord, intéressant. Et du coup, sur cette méthodologie, en fait, si je résume bien, on peut s'y exposer soit par des mandats dédiés, soit par des licences en prenant la méthodologie de notre indice qui est à disposition, soit à travers un ETF qu'on a lancé, qui est listé en bourse. Mais par rapport à d'autres ETF qui existent aujourd'hui dans le marché, c'est quoi la différence entre s'exposer là-dedans ou s'exposer via d'autres ETF? Encore une fois, la clé réside dans cette ingénierie. La plupart des ETF qui existent aujourd'hui, même la quasi-totalité des ETF actions, sont des ETF qui sont équipondérés ou pondérés par la capitalisation de marché. On voit bien que nous, on ne pourrait pas faire quelque chose comme ça. On a par exemple potentiellement dans notre ETF un Tesla. Si on devait pondérer Tesla par rapport à la capitalisation de marché, il écraserait l'ensemble des autres actifs. Donc nous, non, ce qu'on analyse, c'est non seulement le fait qu'on ait cette thématique crypto sur l'ensemble de nos composantes, mais on a aussi ce calcul de sensibilité et cette pondération par rapport à la sensibilité. C'est ce qui fait la force,
la différence et le caractère unique de cet indice. D'accord, intéressant. Et du coup, une question qui nous est revenue assez souvent, c'est quoi, où est-ce qu'il est référencé cet ETF? Cet ETF, déjà, le point qui est très positif, c'est que comme il est UCITS, il est éligible. Donc UCITS, je le rappelle, c'est le NEC plus ultra de tous les fonds européens. Donc il a le label, on va dire le meilleur label en Europe. Et ce label lui permet d'être éligible à toute poche classique et régulée, type compte-titre ou assurance vie. Donc aujourd'hui, il est possible de l'acheter dans l'ensemble des comptes titres que vous pouvez ouvrir via des plateformes brokers ou alors des banques. Concernant les assurances vie, on fait un travail aujourd'hui de référencement. On a la chance que notre produit soit référençable, donc on a la chance de pouvoir être accepté. Maintenant, il y a un travail qui est fait avec l'ensemble des assureurs pour pouvoir investir directement dans le contrat d'assurance vie. D'accord. Et du coup, si je suis un assureur, comment vous pouvez me convaincre de vous référencer sur notre plateforme? Déjà, c'est simple. Aujourd'hui, il n'existe pas de possibilité en assurance de pouvoir s'exposer sur la thématique Bitcoin. Avec un produit comme le nôtre, eh ben, vous donnez l'opportunité à vos clients de pouvoir s'exposer à la thématique Bitcoin. Il n'y a pas d'ETF thématique Bitcoin aujourd'hui en Europe? Non. En tout cas, il n'y en a pas clairement établi. On n'a pas la possibilité de les intégrer dans les assurances vie. Il y a ce qu'on appelle des ETP, des Exchange Traded Products, mais pas des ETF UCITS sur la thématique Bitcoin comme le nôtre. Or, les ETP, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas intégrables en assurance vie. On en a parlé, tu en as parlé, Jade, tout à l'heure. On voit que c'est un actif décorrélant et diversifiant. Donc, la possibilité, on va dire l'opportunité de pouvoir en mettre quelques pourcents dans un portefeuille, c'est un vrai, on va dire une source de diversification extrêmement intéressante. Et je dirais même plus que ça, sachant que ce produit est référençable, ça priverait potentiellement des clients, alors qu'ils ont le droit de le faire, de pouvoir investir sur cette thématique. Et du coup, c'est le risque que des clients sortent de leur assurance vie pour aller dans des bourses dérégulées pour s'y exposer directement. Et je dirais que ce risque-là, les assureurs l'ont, mais surtout les conseillers en gestion de patrimoine ou les family office. Parce qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un qui souhaite s'exposer à la thématique crypto ou sur le Bitcoin, puisqu'il n'a pas d'outils, en tout cas s'il n'a pas la possibilité d'investir dans notre ETF, il n'a pas la possibilité sous une enveloppe régulée de pouvoir s'exposer à la thématique Bitcoin, donc il va retirer ses fonds, en tout cas ce qu'il souhaite investir, pour aller sur des plateformes non régulées. Avec un ETF comme le nôtre, on permet à ces personnes à la fois de rester dans ce cadre régulé qui est souvent fiscalement intéressant et aussi aux conseillers en gestion de patrimoine de conserver les fonds de son client dans l'enveloppe. Et c'est quoi les risques alors? Qu'est-ce qui se passe par exemple si demain le Bitcoin va à zéro? Là aussi, on a quelque chose de très intéressant dans la construction de cet ETF. Cet ETF, on l'a dit, il est basé sur des actions. Ce n'est pas un investissement sur le Bitcoin en direct. Donc, le business model de toutes les sociétés qui sont derrière cet ETF n'est pas constitué uniquement de Bitcoin. Donc, on a même, alors ce que je dis, on n'a pas vu le Bitcoin aller à zéro, mais en tout cas, c'est du bon sens et du pragmatisme. On a, si jamais le Bitcoin va à zéro, finalement quelque chose de plus résilient, puisque ces sociétés ont un business model qui n'est pas axé uniquement sur le Bitcoin. Donc c'est également intéressant de ce point de vue-là. Je rajouterai un point pour rebondir là-dessus, c'est que on en a parlé, on a aujourd'hui une révolution sur le Bitcoin. Il y a eu une révolution Internet au début des années 2000. Finalement, la possibilité d'investir dans cet ETF, c'est aussi la possibilité d'investir sur les champions de demain de l'écosystème crypto. Et que se passe-t-il si jamais il y a une interdiction du Bitcoin en Europe?
S'il y a une interdiction du Bitcoin en Europe, ce n'est pas pour ça que l'ETF arrêtera de vivre et d'exister. Encore une fois, le business model de ces sociétés est un business qui est large. En général, même pour la plupart, ce sont des sociétés qui sont très agiles, qui sauront soit délocaliser leur business si il était en Europe, mais c'est ça la chance qu'on a avec les cryptos, avec le Bitcoin en particulier, c'est qu'il n'y a pas de frontières de façon claire. Donc là encore, il y a une décorrélation entre l'interdiction potentielle sur un territoire et le business model des sociétés qui sont derrière cet ETF. Ok, en tout cas, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à etf@melanion.com et on reste à votre disposition si vous avez sur notre site d'ailleurs toutes les informations, que ce soit sur notre méthodologie, sur notre indice et sur notre ETF. Et vous pouvez vous abonner également sur notre newsletter. On a également une rubrique recherche sur laquelle on a publié pas mal de choses autour du Bitcoin pour mieux comprendre cet actif et pour mieux comprendre les produits qu'on vous propose pour vous exposer indirectement à cet actif. Merci à tous. Merci Cyril. Merci Jade.